Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette première émission de la saison. Avec nous ce soir, Lola, Zoé, Edmond et Ryan. Comment ça va les amis ? Ça va, Très bien. Bah, écoutez, ça va super, surtout qu'on a un gros programme qui nous attend ce soir. Quelques jours après la déclaration du chef d'état-major des armées, la France est-elle prête à payer financièrement et humainement une potentielle guerre avec la Russie ? À l'international, quel bilan pour la COP30 qui vient de s'achever au Brésil ? Et enfin, connaissez-vous le live coding ? Moi pas du tout. Bah, c'est un genre musical étonnant qui se sert des ordinateurs pour de la création. Donc notre invité de ce soir, Raphaël Formand, nous réalisera une performance en direct. Voilà. Et on commence tout de suite avec le dossier de la semaine. Mardi 25 novembre, marquait la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Chaque jour, en France, plus de 3 femmes sont victimes de féminicide ou de tentatives de féminicide. Face à ce constat, des associations voient le jour pour essayer de les accompagner. Sandrine Lebossé, une militante féministe qui a survécu à ces violences, essaie de faire bouger les choses. Clarisse Montlouis-Félicité et Amandine Venot sont allées à leur rencontre. Sandrine Lebossé, 50 ans, a vécu des violences conjugales pendant 4 ans. Aujourd'hui, elle tient à ce que la voix des victimes soit entendue. Au début, c'était les violences psychologiques, etc., le contrôle. Donc après, les premiers coups sont arrivés à 6 mois de relation, donc extrêmement rapide. Et comme il disait, il allait me dresser. Pour que j'apprenne à fermer ma bouche, me dresser comme un chien. On a vite habité ensemble, je suis vite tombée enceinte. Et puis le contrôle, tout de suite, une grande jalousie, beaucoup de jalousie dès le départ. Et puis l'isolement, petit à petit, j'ai arrêté de travailler. Je vivais tout le temps avec un téléphone dans la main parce qu'il fallait que je justifie toujours où j'étais. Et en fait, à cette époque, j'étais persuadée qu'il fallait que soit lui il meure, soit moi. Donc, il ne me laisserait jamais, on avait des enfants, on était liés à vie. Et bien évidemment, quand il est sorti de prison la première fois, il avait fait 1 mois de préventive, je l'ai payé extrêmement cher. Sachant qu'à l'époque, c'est les voisins qui ont appelé la police, il avait ouvert la fenêtre, on était au 6e étage, et il me disait que si je ne donnais pas le nom de mon amant, il me jetait par la fenêtre. Donc 6e étage, peu de chance d'en ressortir, j'étais enceinte à l'époque, de ma première fille. Pour moi, je trouve que c'est un devoir citoyen de ne pas fermer les yeux, quand on entend des bruits, on ne va pas aller toquer à la porte et se mettre en danger, mais par contre, tout le monde peut appeler le 17. Quand on voit une femme se faire maltraiter dans la rue, on peut agir, appeler la police, tout le monde peut le faire. Donc c'est important que chacun prenne ses responsabilités. Si vous êtes victime ou si vous connaissez quelqu'un qui est victime, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché par les violences conjugales, que ce soit en tant que victime, auteur ou co-victime, et même si on ne le sait pas. Le boulanger, qui est super sympa, avec qui on rigole bien, il fait une super baguette. Par contre, sa femme, peut-être que le soir, elle rigole pas beaucoup, elle. Donc, en fait, de pouvoir en parler, il y aura toujours quelqu'un. Il y a quand même des associations, il y a plein de choses, même si c'est pas encore parfait, même si c'est encore difficile. C'est long, c'est difficile de partir, c'est difficile de se reconstruire. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Et il y aura toujours une main tendue. Toujours. Un véritable témoignage poignant. Ce lundi, une proposition de loi contre les violences sexistes et sexuelles a été présentée à l'Assemblée nationale. Zoé, tu t'es penchée sur le sujet et tu nous expliques en quoi ce texte est historique. Il l'est, Nicolas, parce que toutes les 2 minutes, une femme est victime de viol, de tentative de viol ou d'agression sexuelle. 2 minutes, 120 secondes, c'est à peine le temps de vous brosser les dents. Ce texte, il est porté par la députée socialiste Céline Thiébaut-Martinez. Il est transpartisan et soutenu par 109 parlementaires. Mais pas par le RN, pas par l'Union des droites, ni par la France insoumise. L'objectif de cette loi cadre, c'est de protéger les femmes et les enfants victimes de violences. Elle s'inspire des 140 recommandations émises par une 60aine d'associations féministes en octobre 2024. Le but, c'est de combler les angles morts du droit. Et ça, dans toutes les sphères où s'exercent les violences. Justice, police, santé, travail, école et numérique. Pour ce faire, les députés demandent un budget de 3 milliards d'euros. Et concrètement, quelles sont les mesures proposées ? Alors, parmi ces 78 propositions, on retrouve la création d'unités spéciales au sein de la police judiciaire, on retrouve la formation obligatoire des policiers et des gendarmes, ou encore la suppression de la notion de devoir conjugal dans le droit français. Si cette loi se veut ambitieuse, c'est parce que l'état des lieux, lui, reste glaçant. 90% des affaires de viol sont classées sans suite. Plus de 3 femmes sont victimes d'un féminicide ou d'une tentative de féminicide dans le cadre conjugal chaque jour. Derrière les statistiques, des vies brisées et un système qui ne protège pas les victimes,
Depuis longtemps, nos filles paient le prix du silence. Ne pas agir, c'est laisser mourir. La question est simple, combien de temps encore ? Merci Zoé. Nous rappelons à tous nos téléspectateurs que si vous êtes victime ou témoin de violence, les numéros, donc le 3919 et le 119, existent pour vous écouter ou vous orienter vers des structures adaptées. Nous restons en France toujours avec Lola pour le reste des actualités nationales. Cette semaine, des manifestations, du prêt-à-porter et de la prison, c'est ça ? Exactement, Nicolas. Oui, la chasse aux sorcières continue. Serge Papin, ministre du Commerce, a annoncé sur TF1 que l'État français porterait plainte contre les sites d'e-commerce AliExpress et Joom pour vente de poupées pédopornographiques. Le ministre assure vouloir protéger les enfants et les adolescents, alors que le géant chinois Shein est lui toujours en procédure concernant les mêmes accusations. Le procès de l'enseigne chinoise qui devrait ouvrir mercredi a été renvoyé au 5 décembre. Retour à la case prison pour Nicolas Sarkozy, alors qu'il sort tout juste d'un séjour express à la santé. La Cour de cassation a confirmé ce mercredi 26 novembre la condamnation de l'ancien président de la République à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois fermes dans l'affaire Big Malion. Pour rappel, afin de masquer l'explosion des dépenses de sa campagne, il avait mis en place un système de double facturation. Sa peine pourra être aménagée par le port d'un bracelet électronique. Et à Paris, il y a eu du mouvement hier, Lola, c'est ça ? Oui, et c'est un pari gagné pour les 400 salariés du groupe ArcelorMittal qui manifestaient hier matin devant l'Assemblée nationale. La proposition de loi sur la nationalisation de l'entreprise soumise par LFI a été approuvée en fin de soirée par les députés. Cette manifestation intervient alors que le fournisseur d'acier refuse de décarboner ses sites, dont celui de Dunkerque. Une pratique pointée du doigt par Aurélie Trouvé, à l'origine de la loi, qui souhaitait faire entrer les luttes des travailleurs dans l'hémicycle. De son côté, le directeur d'ArcelorMittal estimait hier que la nationalisation ne réglerait en rien ce problème. Merci Lola, on se retrouve tout à l'heure pour les informations internationales. Et puis nous, on continue, c'est l'autre dossier important de la semaine. Mardi, le chef d'état-major des armées déclarait au Congrès des maires « Il faut accepter de souffrir économiquement et de perdre ses enfants ». Une sortie médiatique vivement critiquée que le militaire justifie par un besoin de préparer la population à une potentielle future invasion russe dès 2030. Nous sommes allés à la rencontre des Parisiens pour savoir ce qu'ils en pensent. C'est peut-être un peu brusque, mais au moins il ne fait pas de langue de bois. Il dit les choses comme elles sont. Je pense qu'on a lieu de s'inquiéter quand même. Une fois que Poutine aura mis la main sur l'Ukraine, qu'est-ce qui l'empêchera d'envahir l'Europe ? Déjà, c'était clairement pas à lui de dire ça. En fait, ça se voit qu'ils essaient juste de terrifier les gens et de diviser pour, encore une fois, mieux régner, parce que c'est ce qu'ils font dans tous les mouvements pour que les gens sachent pas comment agir face à la peur, quoi. Je ne pense pas que la population est prête à sacrifier ses enfants, à mon avis. Je ne pense pas aussi que la France elle soit vraiment menacée par cette guerre-là, ni que Poutine pourra nous attaquer, nous, en tant que France et puissance mondiale quand même. Première impression, un peu peur, un peu révolté, et évidemment l'impuissance qui revient, tu vois, très fort, et de l'anxiété. Je pense qu'il n'a pas conscience de à quel point on est dans un refus. On dit pas ça si on veut parler du budget de l'armée. Genre, si tu veux parler du budget de l'armée, parle du budget de l'armée. Dis pas, ouais, alors là, vos gosses, on va les envoyer au charbon dans allez, 5 ans, faut qu'ils soient prêts. Les Parisiens semblent très mécontents de cette déclaration, non ? Ouais, il y a de quoi. Edmond, j'ai l'impression que toi aussi, tu as quelque chose à nous dire. Oui, absolument, Nicolas. Alors, la première partie de la phrase du chef d'état-major Fabien Mandon a sonné comme un avertissement, on l'a tous entendu, mais moi, personnellement, c'est la seconde partie qui m'a plus choqué. Il dit « il faut accepter de souffrir économiquement ». Donc derrière cette phrase, il y a un objectif budgétaire très clair qui se dessine. Pour vous situer, le budget de l'armée française a doublé en 10 ans. Il est passé de 32 milliards à 51 milliards. Près de 40% de ce budget couvre les frais de fonctionnement, le reste est réparti entre les commandes de blindés, les achats de drones et de satellites et l'investissement dans la cybersécurité. Sans oublier évidemment un point assez capital de l'armée de tout le monde, c'est la dissuasion nucléaire, dont les 6 milliards de budget servent à assurer l'entretien et la modernisation des dispositifs déjà existants. Mais malgré cette pluie d'euros, l'armée reconnaît ses propres failles, le matériel est souvent indisponible, la maintenance est hors de prix et l'administration est très lente. Donc on sait qu'on dépense plus, mais est-ce qu'on dépense mieux ? Mais la France fait-elle cavalier seul dans le domaine ? Eh bien pas vraiment, Nicolas.
puisque le monde entier se réarme. En 2024, les dépenses militaires ont connu une hausse de 9,4% par rapport à l'année précédente, ce qui représente l'augmentation la plus forte depuis quand ? La guerre froide. Le budget militaire américain s'élève à 1000 milliards, celui de la Chine à 300 milliards, et le budget russe a augmenté de 38%. Et évidemment, on peut suspecter que ça va continuer d'augmenter parce qu'il y a des tensions géopolitiques qui sont quand même assez grandissantes derrière tout ça. Donc oui, le monde est plus dangereux, mais avant de dire aux Français qu'ils doivent accepter de perdre leurs enfants, comme l'a dit Fabien Mandon, il serait peut-être temps d'inverser la logique, ouvrir réellement la décision de défense aux citoyens, permettre au pays de débattre, de choisir et de contrôler. Autrement dit, il faut redonner au peuple la possibilité de peser sur les choix stratégiques qui engagent sa sécurité, son argent et sa vie. Merci Edmond pour ces précisions qui sont, comme toujours, très pertinentes. J'espère que tu te prépares en ce moment pour le service militaire qui a été fraîchement annoncé. J'ai recommencé le sport, Nicolas. Eh ben c'est impeccable Edmond, je suis très ravi de le savoir. En tout cas, comme chaque semaine, nous, on quitte la France dans l'œil de Ryan. Et aujourd'hui, on part au Brésil, à quelques pas de l'Amazonie, dans une petite ville qui a accueilli la COP30 du 11 au 21 novembre dernier. Ryan, tu voulais nous donner un chiffre choc, c'est ça ? Exactement, Nicolas. Je vais vous dire 1 milliard. Mais 1 milliard pour qui ? Pourquoi ? 1 milliard, ça aurait pu être un investissement pour une asso écologique ou alors un don à Greenpeace. Et non, c'est bien la somme dépensée par le Brésil pour l'organisation de la COP30. Alors ça se passe à Belém, c'est au port de l'Amazonie et cette ville portuaire. C'est donc devenue pendant 2 semaines la vitrine temporaire du réchauffement climatique. Elle a donc eu droit à son petit coup de neuf, je cite, aéroport modernisé, route rénovée et centre de conférence flambant neuf, la COP a une nouvelle fois repoussé les limites du cynisme. Parce qu'après 2 éditions aux Émirats et en Azerbaïdjan, 2 pays aussi pollueurs que pétrolifères, le gouvernement brésilien a lui aussi eu sa fausse bonne idée. Alors, celle de pointer le doigt et danger qui constitue l'Amazonie. Certes, vous allez me dire c'est une bonne idée. En revanche, en raser 13 km pour construire une route pour accéder à la conférence, ça l'est moins, n'est-ce pas Edmond ? Oui. Cette année encore, les dirigeants se sont mués en pompiers pyromanes de l'environnement. Donc si je comprends bien Ryan, il n'y a rien de positif à tirer de cette conférence climatique. Alors ce serait très dur de dire ça, mais on n'en est pas loin, parce qu'on reste très loin des attentes initiales. Pour un peu de contexte, on se situe 10 ans après les accords de Paris, vous savez, les réductions sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc cette COP était donc vue comme celle de l'espoir, celle qui allait faire avancer les choses. Mais en réalité, non, rien n'a bougé, absolument rien, ou presque rien, puisque les accords sont confirmés, mais pas d'amélioration, pas de nouveauté, la sortie des énergies fossiles prend du recul, les financements de la justice climatique se font attendre, peut-être que les invités ont juste fait une brésilienne dans la forêt, on ne le saura pas. Mais en revanche, il y a eu une vraie avancée dans cette COP, parce que pour la première fois, les autochtones locaux ont eu droit à une mise en lumière, et elle a été provoquée par les dirigeants, malgré eux. Ces populations, qui se situent en Amazonie évidemment, sont les premiers remparts face aux bulldozers, parce qu'évidemment elles vivent à côté. Et elles ont donc décidé de s'inviter parce qu'elles n'étaient évidemment pas conviées à la base, et elles se sont donc fait entendre en bloquant le sommet, enfin une entrée du siège pendant le sommet pendant quelques heures, plus d'autres manifestations dans les rues de Belém. Ces manifestants, qu'est-ce qu'ils ont réclamé ? Une meilleure reconnaissance de leurs droits, un arrêt de la déforestation sur leurs terres et une délimitation plus claire de ces dernières. Mais au final, que peuvent vraiment faire ces autochtones face aux grandes puissances de ce monde ? Excellente question Ryan, j'espère que tu y répondras prochainement. Mais en tout cas merci pour le voyage au Brésil, mais Lola, qu'en est-il du reste de l'actualité internationale ? Nicolas, peut-être enfin un espoir en Ukraine. En début de semaine, la Russie a confirmé qu'une rencontre se tiendrait la semaine prochaine entre l'émissaire spécial américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine afin de discuter d'un plan de paix. L'offensive russe est cependant toujours en cours et 19 personnes ont été blessées à Zaporijia par des frappes aériennes dans la nuit de mercredi à jeudi. Et puis la Maison-Blanche visée ce mercredi, 2 militaires de la garde nationale ont été touchés par des tirs lors de leur service, à 2 pas seulement de la résidence présidentielle. Ils sont encore dans un état critique. Le tireur solitaire est un Afghan arrivé aux États-Unis en 2021. Le service responsable de l'immigration a indiqué la suspension immédiate du traitement de toutes les demandes d'immigration concernant des ressortissants afghans. Et il y a eu un véritable coup d'État mercredi soir aussi. Oui, en Guinée-Bissau, l'armée renverse le chef d'État sortant Umaro Sissoco Embalo au pouvoir depuis 2020 alors que les résultats des élections présidentielles et législatives de dimanche devaient être révélés. Les militaires annoncent vouloir rétablir l'ordre après la découverte d'un plan visant à déstabiliser le pays. Jeudi, la junte militaire ayant pris le pouvoir a nommé le général Horta Ntam comme président de transition, tandis qu'Umaro Sissoco Embalo a quitté le pays pour le Sénégal.
Et c'est malheureusement une tragédie après l'incendie de plusieurs gratte-ciel à Hong Kong survenu mercredi. 128 personnes ont déjà perdu la vie, 200 sont toujours portées disparues, incluant les personnes décédées non identifiées, alors que les flammes étaient toujours présentes jeudi dans 3 des gratte-ciel. Ce matin, heureusement, le feu était enfin contrôlé par les pompiers. Merci Lola pour ce tour du monde de l'info. Et au milieu de toutes ces tumultes, on prend une petite pause avec la mi-temps de Flora. Alors Flora, qu'as-tu retenu de cette semaine ? Plutôt le retour d'Antoine Dupont sur les terrains, la performance du Paris Saint-Germain ou alors la dernière victoire de Max Verstappen en Formule 1 ? Rien de tout cela, Nicolas. Aujourd'hui, on part outre-Atlantique avec une question. Quel est le point commun entre Donald Trump, la Maison-Blanche et Cristiano Ronaldo ? Leur esthétique de rêve, j'imagine ? Non, zéro. À part que le célèbre joueur de football portugais a depuis la semaine dernière la clé de la Maison-Blanche, remise en main propre par le président himself. Rien que ça. Cette mise en scène politique auquel s'est volontiers prêté le quintuple Ballon d'Or n'est qu'une énième représentation de l'utilisation du sport par Trump pour redorer son image. Depuis sa réélection, Donaldinho est sur tous les terrains, foot américain, tennis et football. Il ne manque aucun événement majeur et personne ne semble oser lui tenir tête. Pas même le président de la FIFA qui l'invitait gentiment à quitter la célébration de la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. À bientôt 80 ans, c'est vrai qu'il n'a peut-être simplement pas entendu la requête. Peut-être. Peu importe, le président célèbre la victoire aux côtés des joueurs de Chelsea, une présence qui a quelque peu étonné à l'image de Cole Palmer. Mais la méthode est-elle vraiment propre à Trump ? Alors non, il n'est évidemment pas le premier président américain à utiliser le sport pour façonner son image. Obama l'a fait avec le basket, mais personne n'avait autant utilisé ce biais. Trump veut être vu et, comme souvent, faire plus que les autres. Rappelez-vous, il fut une époque où le chef d'État était un catcheur sans pitié. Défiant et remportant son combat face à Vince McMahon, le patron de l'organisation des compétitions de catch. Comme quoi, il a raté sa vocation. L'homme politique, fan de bagarre, va d'ailleurs s'offrir un combat de MMA à la Maison-Blanche pour fêter ses 80 ans. Pensez-y, si vous manquez d'idées pour l'anniversaire de votre grand-père. C'est noté. Merci Flora pour la suggestion, j'y penserai, c'est bientôt Noël en plus. Et on continue avec une revue de presse qui, elle aussi, sort de l'ordinaire. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour. Et top question, je suis un mammifère de la famille des ursidés endémiques des régions montagneuses de Chine, car je vis en altitude entre 2000 et 3500 mètres. Mon espèce est menacée, nous ne sommes plus que 1800, qui suis-je ? Un yak ? Non. Un tigre de Sibérie ? Non, je vis en Chine, Flora, pas au Népal. Je pèse entre 70 et 100 kilos, j'ai 6 doigts qui me permettent de mieux attraper les bambous dont je me nourris principalement, bien qu'étant un carnivore. Je suis un ours asiatique, dont le pelage se décline en noir et blanc, dont 2 ronds noirs autour des yeux. Je suis... Un panda, Jean ? Bravo Nicolas, vous m'épatez toujours. Vous repartez avec cette petite peluche panda collector. Mais c'est adorable, Jean, merci beaucoup. Il fallait pas. Mardi, Ouest France publie cet article intitulé Comment la Chine utilise sa diplomatie du panda pour soigner ses relations. Le quotidien de presse quotidienne régionale explique que Wanwan et Yuanzi, le couple de pandas stars du zoo de Beauval, fait ses adieux au public français après 13 ans de prêt par la Chine. Et c'est là qu'intervient la diplomatie du panda. Mais donc en fait ça veut dire que les pandas se réunissent pour faire des petites réunions, c'est ça ? Alors ce serait drôle, et je pense que la situation internationale serait tout autre, mais en réalité ce sont des prêts de pandas octroyés par la Chine pour des contrats de plusieurs millions d'euros et pour une durée d'environ 10 ans. Les pandas vont dans les zoos étrangers jeunes et retournent en Chine pour leur vieux jour. Selon Midi Libre, l'enjeu diplomatique est de taille car seulement 20 pays considérés donc comme des amis de la Chine possèdent des pandas dans leur parc zoologique. Et en ouvrant Libération ce mardi, on pouvait découvrir que, pour redorer son image suite aux révélations de la traite des Ouïghours, la Chine avait prêté à des pays européens des singes dorés. Mais cette pratique, elle remonte à quand ? C'est assez récent ou pas du tout ? Pas du tout. Le Figaro nous apprend que cette pratique a commencé il y a près de 1400 ans. L'impératrice Wu Zetian de la dynastie Tang aurait offert déjà au 7e siècle 2 pandas comme signe de paix aux Japonais. Sous Mao Zedong, cette politique, elle passe d'achat de pandas à prêt de pandas. Et en fait, cette diplomatie, elle permet de prendre la température. Les États-Unis s'étaient vus en 2024, par exemple, retirer lors de tensions commerciales 2 pandas d'un zoo situé à Memphis. Les pandas de Beauval ont été rappelés en Chine pour des raisons médicales, donc pas d'inquiétude là-dessus. Ils laissent tout de même derrière eux leurs 2 enfants. Selon le quotidien national Le Monde, le gouvernement chinois promet à ses amis français un contrat pour le prêt de nouveaux pandas géants très prochainement. Super. Le Parisien, lui, il choisit de parler de la retraite paisible de Wanwan et Yuanzi qui se sont envolés pour le centre d'élevage de Chengdu, en Chine centrale. Pour le transport, les 2 plantigrades pourront jouir de 180 kg de bambou frais et de plusieurs jerrycans d'eau, selon le Dauphiné libéré.
Alors, avec toutes ces tensions géopolitiques, si vous voulez savoir comment se situe la Chine par rapport à nous, pas besoin de regarder la télé ou de lire la presse, vous allez au zoo le plus proche et vous demandez l'enclos des pandas. Donc s'il y a des pandas, ça veut dire que Xi Jinping nous voit en ami. Tout à fait, vous avez bien compris. Je vais finir là-dessus, panda dans l'enclos, armé au repos. Merci Jean de nous rassurer sur l'avenir de ces adorables pandas et aussi de nous rassurer sur l'état avec nos relations avec le chef d'État chinois, pardon. Je t'en prie. Place maintenant à la culture. Est-ce que vous connaissez le live coding? Non, j'ai envie de savoir. Bon, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu complexe. Donc je pense que le mieux, c'est que vous le découvriez en images avec le petit sujet d'Alexandre Martinez. Penchés sur leurs écrans, ils ne construisent pas un nouveau vaisseau spatial, ils live codent. Dans ce petit atelier à Montreuil, une quinzaine de passionnés a choisi de passer une partie de la nuit à transformer des lignes de code en son. C'est une pratique artistique qui est autour d'outils informatiques qui permettent de générer du son ou du visuel via un code. On évalue soit en temps réel, soit qu'on a fabriqué chez soi et qu'ensuite on va montrer. Chaque mardi, le Cookie Collectif organise ses ateliers similaires à des forums en ligne. On partage notre code, on partage nos performances, on partage là où on en est dans nos recherches. Et il y a des gens qui sont vraiment débutants, qui viennent comprendre. Dans cette pratique, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de pouvoir faire des choses où on fabrique soi-même ses images. Vraiment, avec des algorithmes, on contrôle tout, avec du code, et pas l'aléatoire de l'IA et les esthétiques qui sont préétablies. Donc des choses un peu plus fait main. Outre le son, le live coding s'exprime aussi par l'image. Char Styles, pionnière américaine du mouvement, s'en sert pour ses performances. Chaque fenêtre contient un programme de code différent qui peut être modifié en direct. Comme ici par exemple, si je change un chiffre, la mise à jour s'effectue en direct dès que j'appuie sur la touche. Le live coding offre aux créateurs une maîtrise totale, de la première ligne de code à la production finale. Tout est pensé et exécuté par lui en direct. Bon, est-ce que c'est un peu plus clair ou pas? C'est déjà plus clair, j'ai l'impression, sur le plateau. Bon, vous inquiétez pas, puisque ce soir, on accueille Raphaël Formand, alias Bubo Bubo, un spécialiste de cette pratique. Bonsoir à toi. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, pour commencer, est-ce que je dois plutôt vous appeler Bubo Bubo ou Raphaël Formand? Alors, j'ai une double activité, à la fois comme chercheur, auquel cas je suis Raphaël Formand, et d'artiste, auquel cas je deviens Bubo Bubo sur scène. Ça marche, donc je peux employer Bubo Bubo. Oui, tout à fait. Impeccable. Alors nous, Raphaël, on s'est vu mardi soir, j'espère que vous vous souvenez de moi. Donc vous êtes un spécialiste du live coding et vous êtes également docteur en musicologie. Pour vous, c'est quoi le live coding en quelques phrases? C'est de tenter de transformer l'ordinateur en instrument, pas en outil de production, pas en outil de composition, mais véritablement en instrument de musique, donc s'en servir, jouer avec, et montrer ce geste, le médiatiser, le projeter sur des écrans, le rendre le plus visible possible. Mais très brièvement, comment on arrive à faire de la musique ou du son avec des algorithmes ou du code? Alors, il n'y a pas de réponse simple. Il y a différentes manières de le faire. Par exemple, certaines personnes vont être plus enclines à faire du traitement du signal, donc construire le signal de zéro, essayer de faire de la synthèse sonore. D'autres vont se concentrer sur le fait de contrôler les synthétiseurs ou les machines. Et au final, chacun construit sa pratique en programmant. Au fil de l'apprentissage, au fil de... Ok, très bien, je comprends mieux. Et on a fait nos petites recherches, le live coding c'est plus que de la simple musique, c'est aussi un mouvement contestataire, et est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de contre-culture? Oui, du moins c'est une forme de culture particulière qui est à cheval entre pas mal de choses, entre les scènes musicales alternatives, donc ça peut être la techno, aussi le monde académique, puisque une partie des live codeurs sont des chercheurs, depuis assez longtemps, depuis une trentaine d'années. Et au final, c'est un milieu qui a toujours évolué au milieu de tout, mais jamais vraiment quelque part. Et c'est assez politisé comme pratique, malgré tout. Oui, le live coding tire son histoire des mouvements du logiciel libre, de l'open source, et aussi il y a parfois un certain trait anticapitaliste, on va dire. Et sur cette question de l'anticapitalisme, est-ce que, par exemple, moi, si j'ai envie d'écouter votre musique, est-ce que je peux aller sur des sites, des plateformes de streaming? Comment je peux faire? La mienne, non. Pour d'autres artistes, ça peut être le cas. Certains live codeurs choisissent de fixer des choses qu'ils ont pu faire, des improvisations, et d'en faire des enregistrements, et puis de les publier, voire de les commercialiser. Mais l'essentiel de la pratique se joue vraiment sur scène, et donc en live devant un public. D'accord, très bien. Petite dernière question, là, très rapidement.
Eh bien moi alors très rapidement, l'intelligence artificielle plutôt ennemi ou allié du live coding du coup? Toujours pareil, les deux. Les deux. C'est-à-dire qu'on peut aussi, par exemple, les artistes qui sont le plus opposés peuvent la mettre sur scène pour s'en moquer, par exemple faire dérailler des IA en les programmant en temps réel. D'autres peuvent l'utiliser comme parfois pour les aider dans la conception des outils. D'autres refusent tout simplement d'y toucher. C'est un débat qui est en cours dans la communauté et je pense que c'est un débat qui traverse le monde de l'informatique en général en ce moment. Donc il n'y a pas de réponse finale. Bon, est-ce que je crois que c'est le moment pour vous de nous faire une petite démonstration de ce que c'est que le live coding? Ouais. Bon, j'en profite rapidement pendant qu'il installe un petit peu tout son matériel pour d'abord le remercier. Merci beaucoup Raphaël Formand d'être là, alias Bibo Bibo. Merci à tous les chroniqueurs sur le plateau. Merci surtout à vous, aux téléspectateurs, d'être là chaque semaine. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous même jour, même heure la semaine prochaine. Et puis moi, je vous laisse en musique.